Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'inbound recrutement et les solutions pour attirer les candidats sans les chasser. Alors pour cela, j'ai la chance d'avoir une invitée prestigieuse avec moi à Rennes, Charlène Emery, la fondatrice de Talent Catcher, celle que je surnomme personnellement la Taylor Swift de la marque employeur. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'instar de Taylor Swift qui va booster l'économie et les recettes d'une ville à chaque concert, Charlène va booster le business et les résultats d'une entreprise à chaque intervention. Et écoutez ces chiffres impressionnants. En 2 ans, Charlène a formé plus de 800 recruteurs et professionnels RH. Et en cumulé, ces élèves ont gagné plus de 250 000 nouveaux abonnés sur LinkedIn en 2023. Et en moins d'1 an, un recruteur ayant suivi sa formation a plus que doublé son nombre d'abonnés, plus de 150%. Waouh! Merci Charlène d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu ? Eh bien, très bien, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui à Rennes, Florent. Avec grand plaisir. Merci d'être venu de Lyon pour nous et d'avoir affronté et d'oser affronter cette météo bretonne qui n'est pas la plus chaude, on va dire aujourd'hui. Mais j'espère que tu as fait un bon voyage déjà. Très bien, et merci encore de l'accueil. Avec je t'en prie. Alors, pour commencer, Charlène, peut-être certaines personnes qui nous écoutent te connaissent, t'ont déjà vu ou lu sur LinkedIn, peut-être d'autres ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et qu'est-ce que tu faisais avant de Talent Catcher ? Et on parlera après de Talent Catcher, évidemment. Ok, très bien. Eh bien, écoute Florent, j'aime bien me présenter en disant que je suis un pur produit RH, puisque je fais partie de ces RH qui ont su qu'elles voulaient être RH très tôt. Donc moi, dès 14 ans, je me suis dit, je serai des RH. Donc j'ai réalisé toutes mes études en RH. À l'issue de mon master, j'ai intégré une banque en région sur des fonctions de chargé de recrutement, puis très rapidement en tant que responsable du recrutement et de la marque employeur, puis sur mes dernières fonctions, donc directrice du développement RH. Et durant ces 6 années, le fil rouge de ma carrière, de mes équipes, ça a été vraiment la dimension marketing des ressources humaines. En fait, pour répondre aux problématiques de recrutement, d'attractivité, de fidélisation dans le secteur bancaire, j'ai décidé d'aller un peu puiser côté commercial, de voir ce que l'on faisait de nouveau, d'efficace pour attirer, pour fidéliser, pour rendre ambassadeurs nos clients et de mixer tout ça à la sauce RH. Et donc effectivement, eh bien, ces 6 années ont été teintées d'une dimension très marketing RH sur laquelle j'ai poursuivi avec la création de Talent Catcher. On va y revenir. Alors, cette histoire de 14 ans, je l'avais déjà entendu sur un autre podcast, elle me travaille parce que moi, à 14 ans, j'étais un ado boutonneux. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais alors, j'avais aucune idée. Je savais que j'étais fils de prof et que je voulais surtout pas être prof. Sorti de ça, c'était comment est-ce qu'à 14 ans, on peut se dire, tiens, ce métier-là, en tout cas, cette profession-là, elle me titille, j'ai envie d'y aller. Ce qui m'a intéressée dans la fonction initialement, c'est la dimension gestion de carrière. Donc, il y a un de mes proches, effectivement, qui a vécu un licenciement économique, qui se retrouvait dans une situation professionnelle, on va dire, de questionnement et sans beaucoup de suivi. Et effectivement, j'ai très vite pris le rôle, on va dire, plus d'accompagnateur, mais notamment sur l'informatique. Donc, c'était ma maman, effectivement. Et je voulais l'aider à trouver soit une formation, soit des opportunités, à rebondir. Et comme elle sortait d'une petite PME qui n'avait pas de service RH, personne ne l'avait accompagnée là-dessus. D'accord, c'était débrouille-toi, quoi. Exactement. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, ce que je fais là, c'est bizarre qu'en entreprise, personne ne l'ait aidé là-dessus. Et donc, j'ai commencé à fouiller effectivement sur les possibilités, à voir que cette fonction existait, qu'elle s'intitulait RH.
RH. Mais alors moi, venant de la campagne, où on va dire que le métier à l'époque se limitait à chef du personnel, tu vois, hein, j'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi. Néanmoins, j'ai commencé... Ta maman avait pas un réseau non plus qui t'a présenté des du tonnes tout. de gens qui travaillaient en RH, quoi. J'ai jamais rencontré de DRH avant vraiment de prendre les choses en main et effectivement d'aller contacter des entreprises. À l'époque, pas sur LinkedIn. Hein. Donc effectivement, là, on est dans les années 2012, 2013, effectivement. Donc c'était plutôt via du porte-à-porte. J'ai téléphoné, je me suis renseignée sur le métier, ça semblait m'intéresser. Donc j'ai décidé, dès mon bac, de rentrer en DUT-RH, de faire effectivement un master RH, donc de poursuivre. Et j'ai fait... en tout 5 stages et une alternance durant mes études pour être certaine... Là, pour le coup, ça valide un peu le chose. Ouais, les choses. Exactement, que ça me plaisait bien. Et écoute, 15 ans, non, même plus, 16 ans après, l'enthousiasme est le même. C'est une belle histoire parce que ça part d'une histoire qui est quand même un peu triste et pas fun au départ. Et t'en as fait ton métier et ta carrière. Et aujourd'hui, même une entreprise, donc. Exactement. Donc ça, c'est cool. Alors, Talent Catcher, c'est quoi ? Alors, Talent Catcher, tu l'as cité dans ton intro, notre ambition, elle est d'aider les recruteurs à recruter sans chasser. Tout simplement, le contexte, je pense que tu le connais, Florent, tes auditeurs... Légèrement. Tes auditeurs également. En 2022, une offre d'emploi a tiré en moyenne 0,88 CV par offre. Donc, une offre d'emploi, aussi bien rédigée qu'elle soit, elle n'est plus suffisante en 2024 pour recruter. De l'autre côté, on a l'approche directe où effectivement, on va avoir de plus en plus d'entreprises qui sollicitent des profils qui sont justement de plus en plus sollicités d'un point de vue RH, mais pas que. Et donc finalement, on se retrouve parfois dépourvu de candidatures, de retours de profils qualifiés en utilisant les annonces et la chasse. Et il y a tout un pan qui est généralement oublié des équipes RH, qui est la dimension inbound recrutement. Et c'est celle sur laquelle on s'est positionné avec Talent Catcher. Tu vas sur un terme qui est pas très connu, je pense, des RH. Tu vois, moi, je pense à une agence qui est sur Montpellier qui avait lancé assez tôt l'inbound recruiting, même très tôt. Et donc, je pense que c'est pas évident, effectivement, de vulgariser ce terme. Comment est-ce que toi, tu le définis ? Alors, l'inbound, effectivement, qui va s'opposer à l'outbound. J'aime bien repartir de l'étymologie, en fait. Hein. Donc, le in, on va faire venir à soi. Le out, on va aller vers l'autre. Donc, l'inbound, j'aime bien dire, effectivement, que c'est faire en sorte de déposer plein de petites graines sur le chemin du candidat pour qu'il nous trouve et qu'il vienne jusqu'à nous. L'objectif étant de lui donner un contenu, en fait, personnalisé qui va lui mettre, comme je disais, une petite graine, enfin, lui faire connaître petit à petit notre marque en tant qu'employeur, notre entreprise en tant qu'employeur ou nous-mêmes en tant que recruteurs et faire en sorte que, mis bout à bout, tous ces éléments lui donnent envie, le jour où il est prêt, de nous contacter ou de candidater et effectivement d'attendre que ce soit lui qui vienne nous solliciter plutôt que l'inverse. Ok. Et selon toi, quelle est la place de l'inbound aujourd'hui dans le monde du recrutement ? Moi, peut-être que je me trompe, Charlène, mais j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, les entreprises sont encore trop dans les réflexes de je repasse mes annonces, mes énièmes annonces, des fois même. Alors, c'est un autre sujet sans explorer leur base. Ça, c'est un autre sujet. C'est une possibilité aussi, d'ailleurs, de les utiliser. Et qu'avoir les réflexes, effectivement, de générer du contenu, c'est pas dans leur ADN, c'est pas dans l'ADN numéro 1 d'un recruteur ou d'un professionnel RH. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Quelle est la place de l'inbound aujourd'hui ? Alors, toi, tu milites bien sûr pour qu'il y en ait plus, et c'est normal. Et je te fais en plus 200% en phase avec toi. Mais est-ce que tu arrives à mesurer aujourd'hui la place de l'inbound par rapport à l'inbound, effectivement, sur le marché ? J'ai un énorme biais qui est celui des entreprises que l'on accompagne. Donc, effectivement, si les entreprises avec lesquelles on travaille nous ont contactés, c'est qu'elles sont prêtes à aller sur de l'inbound. Donc, moi, j'ai l'impression, dans mon quotidien, effectivement, qu'il y a de plus en plus et de nombreuses entreprises qui sont prêtes et qui sont actives sur l'inbound. Néanmoins, effectivement, je reste quand même lucide. Aujourd'hui, c'est une petite part du marché. Je dirais que, justement, c'est une raison de plus pour les recruteurs qui aimeraient se lancer, de se lancer maintenant, puisque, justement, ça permet d'avoir une démarche différente de ses concurrents.
Après, dans les entreprises que l'on accompagne, la part tend à s'équilibrer entre les candidats et les recrutements réussis via inbound et via outbound. Okay. J'ai un client que j'adore citer, qui est une ESN en plus, qui est Shodo, qui est à 100% d'inbound. Voilà, ça reste un cas assez exceptionnel. La plupart des clients qu'on accompagne sont plutôt sur du 50-50 ou effectivement, selon les profils qu'ils recrutent, sur du 40-60. Après, dans ce que tu disais, effectivement, il y a d'autres méthodes plutôt outbound qui sont sous-utilisées, je pense. Il n'y a pas que l'inbound. Comme tu le disais, l'exploitation des viviers, l'exploitation de ces anciens candidats, ça c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment beaucoup. Et effectivement, ça aussi, ça fait partie des pans de recrutement qui sont pas... Des sujets, je vois une entreprise comme Limia que tu connais. Exactement. Effectivement, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça devient indispensable effectivement de travailler son vivier. C'est un sujet que tu abordes, toi, avec tes clients aussi. Comment entretenir et comment échanger avec toutes ces personnes qui, à un moment ou à un autre, se sont intéressées à une entreprise pour y postuler. Complètement. Ça fait même partie en fait de la formation qu'on propose aux recruteurs. Okay. L'idée étant de les sensibiliser là-dessus. Je leur dis toujours, l'inbound et le marketing RH, il faut le voir comme un tunnel. Le but, effectivement, il va être d'identifier des inconnus qui nous intéressent, de les transformer en visiteurs de nos contenus, puis de les amener à candidater, puis de leur donner envie de devenir collaborateurs, mais tout ne s'arrête pas là. Et en fait, à chaque fois, c'est un circuit qui peut s'auto-alimenter en fait si on fait en sorte de garder du lien et d'échanger régulièrement avec nos anciens candidats, idem avec nos anciens collaborateurs. Ces deux publics, en fait, sont des ambassadeurs de l'entreprise parce que s'ils ont eu une bonne expérience avec l'entreprise en tant que candidat, déjà, ils vont avoir envie de repostuler, mais aussi, ils vont pouvoir en parler autour d'eux. Idem pour les anciens collaborateurs. Donc, pour moi, ce sont des publics vraiment à chérir, justement, pour qu'ils prennent cette casquette d'ambassadeur de l'entreprise et qu'ils auto-alimentent ce fameux tunnel avec davantage de visiteurs sur vos contenus qui vont se laisser convaincre et devenir des candidats, puis des collaborateurs, etc. Donc ça peut s'auto-alimenter. Donc moi, c'est plus une sensibilisation. Je parle bien volontiers effectivement des solutions comme Limia, comme Yago aussi, qui permet d'entretenir son vivier d'anciens candidats, de soigner l'expérience candidat. Pour moi, ça, ce sont des solutions qui sont sœurs à l'inbound recrutement. Et c'est ce tout qui nous permet aujourd'hui justement de pallier les difficultés des offres d'emploi et de la chasse. Ouais. Effectivement, Yago, c'est une super solution. J'ai eu la chance d'avoir le CEO, le fondateur sur ce podcast. 10, je crois. J'avais révisé. Tu connais même le numéro de l'épisode. Donc, en tout cas, j'en mettrai le lien de l'épisode et le boss de Limia. Je ne l'ai pas encore eu, mais j'ai échangé avec lui. Ça fait partie des personnes que je vais avec qui je vais échanger. Si tu nous entends. Ouais, non, ça, c'est On clair. y est très bien à Rennes. Ouais, non, tout à fait. Alors, petite question, parce que j'ai regardé ton offre. Tu as 2 offres. Tout à fait. Qui sont très complémentaires en fait. Grâce à la plume des recruteurs et grâce à la voix des collaborateurs, j'ai envie de déjà zoomer sur la plume des recruteurs. Moi, je me rappelle quand j'étais recruteur chez l'annonceur, puis après en agence. Écrire, c'est pas forcément mon ADN. J'ai souvent pas le temps, donc je vais me faire l'avocat du diable. Comment est-ce que toi tu aides et tu encourages une personne qui est dans une fonction de recrutement à investir du temps pour écrire, je ne sais pas s'il faut le faire quotidiennement, hebdomadairement, mais tu vas nous répondre, à ma cible. C'est quoi les tips? Qu'est-ce que tu me donnerais pour me convaincre d'y aller et d'être actif? Comme tu l'as précisé, Florent, c'est pas forcément inné pour tout le monde d'écrire du contenu. Donc déjà, le premier point qui est très important, justement dans notre première offre, c'est qu'on n'est pas sur une formation one shot. Si j'arrive dans une entreprise ou face à un recruteur, que je lui dis voilà mes tips, maintenant let's go, c'est à toi. Bon, il y en a les plus actifs ou les plus à l'aise avec la rédaction vont se lancer. Et puis tu vas avoir toute une partie de la population qui va pas forcément se sentir concernée. Donc déjà, dans le modèle de formation Talent Catcher, j'ai déterminé une formation en 3 temps. Donc, on va avoir un premier atelier. Ensuite, et c'est vraiment le cœur de l'accompagnement, 6 semaines de coaching individuel et un second atelier. Le but étant vraiment d'avoir déjà des premières clés, je vais y revenir dans le premier atelier, mais surtout de pratiquer à fond pendant ces 6 semaines. De profiter de m'avoir ou d'avoir l'un de mes formateurs à ses côtés pour corriger les posts, trouver des idées, reformuler, tester de nouveaux contenus, analyser ce qui fonctionne pas. Et surtout, pendant ces 6 semaines, c'est le délai suffisant pour commencer à avoir des candidatures. Et tu vois, même les moins emballés par le sujet, quand ils commencent à voir, allez, ça m'a pris 10 minutes, 20 minutes d'écrire un post,
post, mais j'ai eu 5 profils que j'avais jamais vus avant, ou alors ça peut aller sur une dizaine, une vingtaine de profils, on va dire que voilà, ça motive à se dire ok, c'est pas forcément ma zone de génie, mais je vais y accorder du temps. On leur apprend aussi plein de techniques de recyclage, notamment de contenu, de se dire en fait le petit article qu'on avait fait pour le site carrière, est-ce que je peux pas en faire un post? Est-ce que là, quand j'ai fait cette intervention en interne, dans le magazine interne, sur l'intranet, est-ce que je peux pas transformer ça pour de l'externe et en faire un post LinkedIn? Est-ce que le post qui avait bien fonctionné il y a 6 mois sur la page de notre entreprise, ça mériterait pas que je le reformule, que je mette une nouvelle photo et que j'en fasse un post? Donc on leur apprend aussi à trouver des idées facilement applicables. Le but, c'est vraiment que les contenus leur ressemblent. Donc, il n'y a pas une longueur, un format en particulier. Dans le premier atelier, justement, on apprend à connaître chaque participant et à définir un branding aussi individuel. Ouais. Tous les brandings vont venir en cumuler, nourrir la marque. Mais l'idée, c'est vraiment que chaque recruteur se sente représenté dans ses contenus, dans la forme comme dans le fond. Mais effectivement, on va avoir un même sujet qui peut être exploité à des moments différents par différents recruteurs de l'entreprise et d'une manière différente qui va être complémentaire. Donc l'idée, c'est de se dire, on leur donne les tips, on leur donne l'accompagnement suffisant aussi pendant ces 6 semaines pour vaincre certaines appréhensions, certains freins et surtout commencer à récolter des fruits. Et en plus, à la fin du 2e atelier, on leur livre un calendrier édito pour que cette énergie ne se stoppe pas au bout de la formation, mais qui continue dans cette lancée. Et tu pourrais faire mes posts aussi en tant qu'acheteur. Écoute, on en discute après Mais l'enregistrement. est-ce que tes clients, tu le fais? C'est moi, si je suis RH, je suis recruteur, tu m'as accompagné, et puis au bout du bout, je dis, tu m'as fait un calendrier édito, tu peux aller... Vous faites pas les postes des recruteurs. Vous n'allez pas sur ce terrain de jeu, en fait. On ne va pas sur ce terrain de jeu. Ouais. Exactement. Pour tout te dire, c'est pas une activité que j'ai internalisée à Talentcatcher. Moi, mon ambition, c'est que les recruteurs qu'on accompagne soient autonomes sur ce sujet. Okay. Néanmoins, on a un certain public que l'on accompagne et souvent on a, et c'est très bien, des RH, des dirigeants qui se greffent aux ateliers et qui le suivent, qui ont envie de monter en compétences, mais qui factuellement n'ont pas le temps de s'investir autant qu'ils le souhaiteraient. Et dans ce cas-là, effectivement, je peux faire de la mise en relation, je peux les conseiller, effectivement, pour avoir un ghostwriter, un prêt de plume. Okay. Mais au sein de Talentcatcher, c'est pas notre philosophie première, et c'est plutôt de les aider à être autonomes et de leur montrer que finalement, c'est pas si compliqué de prendre la parole. Tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas une fréquence en plus forcément à respecter, ne serait-ce déjà qu'en publiant 1 à 2 fois par semaine de manière régulière. Toi, ce que tu conseillerais, c'est 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Exactement. Par contre, c'est de manière régulière. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut mieux faire moins, mais régulier et qualitativement. Tout à fait. Déjà, avec 2 posts par semaine, tu te situes facilement dans le top 3%, je dirais, de LinkedIn. Puisqu'on a à peu près 95% des utilisateurs qui ne publient jamais de contenu. Donc, si tu le fais de manière régulière 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. J'ai des élèves qui ont été formés il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans, qui publient encore 5 fois par semaine. Donc, c'est vraiment ceux qui ont été, comme moi, qui se sont un peu révélés dans la création de contenu, qui adorent ça. Et puis, tu le sais comme moi, Florent, un post t'amène 3 autres idées de posts. Les commentaires t'amènent d'autres idées. Donc, c'est même des fois difficile de se restreindre. Mais ça, c'est encore une fois une niche. La majorité de nos élèves écrivent 2 posts par semaine et ils consacrent 30 minutes sur la rédaction. Ok. Tu as parlé de tips. Tu peux nous en donner 5 au moins? 5, 6? Tes petits secrets, c'est quoi les petits secrets que tu dévoiles en formation? Ouais, premier tips, ça serait vraiment de soigner l'accroche du post. Vous le savez, ou en tout cas, quand vous écoutez ce podcast, allez regarder sur LinkedIn en même temps. Par défaut, on ne voit que les 3 premières lignes du post LinkedIn. Notre attention étant très précieuse sur les réseaux sociaux, c'est cette accroche et le visuel, s'il y en a un, qui vont faire 90% du travail en termes de catch, justement, dans Talentcatcher, effectivement de captiver l'attention. Donc, le petit conseil que je donne souvent, c'est effectivement pas de commencer par faire l'accroche, c'est de rédiger son post, comme on l'a... Donc on va éviter « Bonjour, cher réseau », on va éviter ce genre de choses. Exactement, surtout. Tout ce qui va être... un titre vu et revu, on oublie. Offre d'emploi, choses comme ça. Exactement. Tout ça, on oublie. Il faut quand même attiser la curiosité de se dire pourquoi je m'arrêterai sur ce post et pourquoi j'irai le lire. Et effectivement, 2 tips par rapport à ça, ça peut être premièrement de se dire je rédige mon post comme je l'ai pensé. Et à la fin, je me dis ok, si je devais envoyer ce post à Florent et lui dire regarde Florent, je viens de publier sur LinkedIn,
qu'est-ce que je lui dis en une phrase ? Ça peut être un bon teaser, entre guillemets, pour donner envie d'aller lire le post. Ou alors, quelque chose qui fonctionne bien, on pourrait pas forcément, on n'y pense pas spontanément, c'est des paroles de chansons. Se dire à quoi ce post me fait penser. On met une petite parole de chanson. Du coup, les personnes qui connaissent la chanson se disent « Ah tiens, mais de quoi il va nous parler ?» Et même le hack ultime qui va enchaîner avec mon deuxième conseil, c'est du coup de dire dans le post qui a reconnu. Et du coup, vous posez une question. Donc la question incite des commentaires. Et on le sait, sur LinkedIn, les commentaires sont rois. C'est ce qui va envoyer de bons signaux à l'algorithme, montrer à LinkedIn que votre post est hyper intéressant puisque les personnes sont même prêtes à commenter. Donc effectivement, ça peut en plus susciter de l'intérêt sur votre post. Et tu es d'accord avec moi que par contre, si on a des commentaires, on y répond. Exactement. Parce que tu vois, je vois des fois des posts de recruteurs non accompagnés par Talent Catcher qui vont mettre, voilà, j'ai un post à recruteur qui est plus ou moins bien fait, mais qui ont des fois des interactions de gens qui disent « Ah, moi je suis intéressé, etc. » et qui des fois sont dans la cible ou pas dans la cible, mais peu importe, un candidat reste un candidat, et qui répondent jamais. Et je trouve ça un peu dommage, effectivement, de ne pas aller au bout du bout, de surcroît, d'abord en termes d'interaction avec son auditoire, et secondo en termes d'algo. Parce que l'algo, il aime bien qu'on réponde aux commentaires. Exactement. Donc ça, c'est un truc. Alors, j'avais pas tilté le coup de la chanson. Donc toi, quand tu prépares un post, tu penses à une chanson derrière ou pas ? Ça m'arrive. Je pourrais t'en envoyer pour mettre en lien. Tu peux nous chanter quelque chose là, pour ça ? Alors non, par contre, je sais pas chanter. Moi, je mise tout sur la plume, pas du tout sur la voix. Mais effectivement, ça peut être un tips quand on ne sait pas quoi mettre. Par exemple, j'y ai pensé en venant dans les locaux de MV Gros. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme intitulé de post, enfin comme accroche de post pour résumer un peu ma semaine en Bretagne. Et j'ai pensé à le temps est beau, le temps est bon, le ciel est bleu. Effectivement, en me disant, c'est généralement la musique va un peu fédérer et ça vous fait une accroche un peu sympa. Voilà. Donc, et effectivement, sur les commentaires, répondez-y. Ça engage la conversation aussi avec votre auditoire. Et puis, ça permet, un commentaire va en entraîner un autre, qui va en entraîner un autre. Et tout ça, comme tu l'as très bien dit, l'algo adore. Ok. Donc là, on a parlé pas mal des recruteurs, de cette population très précise que tu accompagnes avec ton équipe. Parenthèse sur ton équipe, d'ailleurs, quelle est-elle ? Nous sommes 4 au sein de Talent Catcher. J'ai la chance de travailler avec Camille masculin. On n'est pas qu'une équipe féminine. Donc Camille qui est mon bras droit, qui m'accompagne en fait sur toute la phase immergée de Talent Catcher, sur l'accompagnement des clients, toute la dimension administrative de l'organisme de formation. Oui, parce que vous êtes OF. Exactement. Eh oui, d'accord. Donc, effectivement, tu le sais comme moi. Ouais, ça occupe. Exactement, ça occupe. Donc, c'est Camille qui est dans l'ombre pour mon audience, mais qui est au cœur des interactions avec nos clients. Tous nos clients et nos élèves connaissent Camille. Et j'ai la chance également de collaborer avec Alexandra et Laetitia, qui sont 2 RH qui interviennent sur des formations. Donc, effectivement, qui interviennent auprès de nos clients et qui ont la chance peut-être, qui auront la chance peut-être de former certains d'entre vous. Ok. C'est un peu décousu ce que je dis, mais je vais revenir au recruteur. Est-ce que derrière, tu as une communauté ? Est-ce que quand j'étais élève, recruteur, que je suis formé par toi ou ton équipe d'ailleurs, du coup, ensuite, après, en post-formation, je rentre dans un groupe WhatsApp, un groupe Slack, etc., où il y a du contenu dans la durée, où on peut même interagir entre recruteurs, etc. C'est une démarche que l'on fait de manière individuelle au sein des entreprises. C'est-à-dire, donc on forme dans certaines entreprises un recruteur, 2 recruteurs. Néanmoins, en majorité, on forme plutôt une dizaine, une vingtaine de recruteurs. Ouais, exactement. Donc finalement, cette animation, ces interactions, on va les faire en interne, mais on va continuer effectivement à les alimenter en contenu. Si je vois une idée de post sympa, si je lis quelque chose, un format que j'aime bien, effectivement, je vais le pusher à plusieurs entreprises. Je vais les encourager aussi à aller regarder ce que font d'autres élèves de Talent Catcher, évidemment, mais on n'a pas au sens tel une communauté. Il y en a plusieurs qui existent au sein des recruteurs. Du coup, je n'ai pas souhaité en créer une autre. Ok. Ok. Et tu tiens à informer tes clients ou tes anciens clients, du coup, aussi de
de l'évolution de ce qui se passe. Par exemple, vous utilisez beaucoup LinkedIn aujourd'hui. L'algo Oui. évolue régulièrement. Il y a régulièrement des nouveautés. Voilà, il y a eu le mode créateur qui a été créé sur LinkedIn qui va disparaître, que tout le monde va être créateur demain. Est-ce que tu les tiens informés effectivement de tous ces sujets? Ouais. Tout à fait. Alors, grosse évolution, on fait une communication. Une sorte de veille, quoi, tu vois. Exactement. Pour les évolutions majeures, oui, on fait une communication dédiée, donc effectivement, notamment par rapport à LinkedIn. Et ensuite, je les incite toujours, et c'est souvent le cas même avant la formation, à suivre ma newsletter dans laquelle chaque jeudi, justement, je donne des tips, des évolutions. Donc, on a 2 canaux principaux que sont ceux-là. Et c'est vrai qu'en théorie, la formation s'arrête au bout des 6 semaines d'accompagnement. Mais dans les faits, moi, comme Laetitia, Alexandra, on est trop fiers et trop contents de continuer à suivre nos élèves. Donc, par exemple, j'active la cloche sur chacun de nos élèves. Donc, autant te dire que le matin, j'ai beaucoup de notifications parce qu'ils passent beaucoup à l'action. Et c'est très bien comme ça. Et effectivement, on garde un lien avec nos élèves a posteriori. Même certains, parfois, ont changé d'entreprise depuis. Effectivement, on continue parce que ça nous fait plaisir de continuer de les accompagner, de leur donner des tips, de leur dire ce poste aurait aussi pu le voir comme ça, tu pourrais le recycler comme ça. Donc, voilà, on continue et c'est pour ça que j'ai fait grandir l'équipe Talent Catcher. C'était pour continuer d'avoir un suivi aussi individualisé, personnalisé avec l'ensemble de nos élèves et moi je pouvais pas le faire avec le développement de Talent Catcher, je pouvais pas continuer à être aussi présente auprès de tous. Ok. J'ai envie de venir sur l'autre partie, la voix des collaborateurs. Oui. La voix des collaborateurs, aujourd'hui, très concrètement, comment est-ce que tu fonctionnes et quel type de collaborateurs tu accompagnes dans les entreprises? Effectivement, alors par la voix des collaborateurs, j'ai essayé de ne pas faire de l'anglophone, mais effectivement, c'est le terme d'employee advocacy derrière tout ça. Donc moi, c'est un concept que j'ai découvert dans les années 2016-2017. Initialement, là aussi, plutôt utilisé d'un point de vue commercial, surtout aux États-Unis. Donc, il y avait des entreprises comme Starbucks, par exemple, qui encourageaient leurs collaborateurs à faire la promotion de Starbucks, mais à des fins commerciales, pas pour du recrutement, mais plutôt pour vendre des gobelets et du café. Et effectivement, j'ai commencé à m'y intéresser dans ces eaux-là. C'est un projet que j'ai co-construit d'ailleurs. Donc, quand j'étais directrice du développement RH en banque, j'ai été sollicitée les élèves d'un master RH dans lequel j'interviens en leur disant je pense adapter ça à la sauce RH. En France, ça se fait très peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous verriez la chose? Pour avoir aussi des avis extérieurs, des avis aussi d'une partie de notre cible et plus junior. Et donc, nous, on a commencé donc, au sein de la Banque Populaire, là où j'étais directrice, à donc, créer et animer une communauté de collaborateurs ambassadeurs. C'est l'un des projets qui justement m'a donné envie de créer Talent Catcher et d'aller proposer ce service à beaucoup d'entreprises parce que je voyais les fruits. On va y revenir, mais pas uniquement d'ailleurs sur l'attractivité, aussi en termes de fidélisation, d'engagement, de voir autant de collaborateurs fiers de prendre la parole pour leur entreprise. Donc aujourd'hui, on accompagne des collaborateurs de tout secteur, industrie tertiaire, luxe, retail, une start-up, une licorne française, donc vraiment tout secteur, tout collaborateur. On n'a pas que des ambassadeurs digitaux, on y reviendra peut-être, mais on a aussi des ambassadeurs qui sont sur des lignes de prod, qui vont plutôt être des ambassadeurs physiques, du coup, aller dans des écoles, aller sur des événements, aller dans des associations. Donc, effectivement, on accompagne tout type de collaborateurs au sein de nos entreprises clientes. Ok, alors moi je suis RH en entreprise. Comment je choisis ces collaborateurs? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que je fais un appel au peuple? Est-ce que moi je connais un peu ma population? Est-ce que je vais déterminer que Marie, Jean-Luc peut être potentiellement ambassadeur? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vous qui peut-être faites expliquer ce que vous allez faire et donc peut-être va susciter des envies? Comment est-ce que vous fonctionnez pour choisir? Eh bien, effectivement, tu l'as touché du doigt, on est sur du volontariat. De mes expérimentations et aussi de la littérature que j'ai pu lire sur le sujet, effectivement, l'employé advocacy doit reposer sur une volonté profonde d'être volontaire sur ce sujet pour que ça fonctionne. Donc effectivement, le principe, je suis RH dans l'entreprise, eh bien, je vais définir en amont qu'est-ce qui est un ambassadeur pour mon entreprise, quelle mission j'ai envie de lui accorder. Je vais faire une belle campagne de communication en interne pour faire savoir que on recrute, entre guillemets, des ambassadeurs. Et le but va être justement que tous nos collaborateurs puissent lever la main. En RH, on a souvent tendance sur les contenus marque employeur à aller solliciter les mêmes collaborateurs ou à demander aux managers, aux dirigeants à qui tu penserais pour. Et on se retrouve toujours avec une partie de la population qui sont un peu
isolé. On se dit, moi aussi, j'aimerais bien prendre la parole, mais on ne le demande jamais. Donc effectivement, ma première reco, c'est de se dire volontariat, ce qui ne vous empêche pas de faire une sélection. Donc dans le process que je vous recommande, c'est plutôt de se dire volontariat, mais ensuite, j'assure une sélection pour notamment respecter une certaine représentativité, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des ambassadeurs volontaires uniquement au siège ou uniquement en région parisienne et que tous nos autres métiers, tous nos autres sites soient sous-représentés. Donc ça ne veut pas dire que tout candidat volontaire deviendra ambassadeur, mais en tout cas, laisser la possibilité à un maximum de collaborateurs, c'est vraiment ce vers quoi je vous encourage. Et ensuite, effectivement, vous pouvez faire une sélection pour assurer une certaine représentativité. Ok, alors ça me fait penser à une question d'une fidèle auditrice qui s'appelle Fanny Jouret, qui est Customer Success Manager chez Hawk, et qui m'a posé la question en sachant que j'allais t'interviewer. Donc je te cite la question, d'accord ? Quelle solution proposer quand un collaborateur serait intéressé de partager du contenu sur LinkedIn, donc d'être un seul ambassadeur, mais qu'il ne se sent pas à l'aise à l'idée d'être exposé ? Merci beaucoup Fanny, que j'adore. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son contenu. Fanny, elle le fait très bien. Oui, elle le fait bien. Alors, 2 possibilités. Soit effectivement, on est dans une démarche de lancer justement une politique d'employé advocacy. On va peut-être y venir, mais effectivement, l'idée, c'est pas juste de se lancer, d'identifier des ambassadeurs et de les laisser seuls dans la nature. Il y a évidemment une dimension formation et une dimension animation de ces ambassadeurs qui est hyper importante pour leur donner des codes, souvent juste pour leur donner confiance de se lancer. Ouais, pour éviter que le soufflet retombe aussi. Exactement. Ouais. Et de les animer régulièrement, les challenger, leur donner des idées. Donc ça, c'est vraiment, vous êtes une entreprise qui se sent de se lancer dans cette démarche. Je vous conseille vraiment de prévoir de la formation, de l'animation. On pourrait y revenir. Ou alors, effectivement, c'est un collaborateur isolé qui vous propose ça, qui vous dit moi j'ai du contenu et j'ai des informations, de la valeur à partager, mais j'ai pas envie de le faire sur mon profil, j'ai peur, etc. La bonne démarche en tant que recruteur ou en tant que RH, ça peut être de commencer par utiliser votre compte pour se dire tous les jeudis, je sais pas, je vais interviewer un manager de nos équipes ou un collaborateur dans nos équipes qui va nous partager son expertise. Vous, en tant que recruteur, ça vous permet de partager du contenu de qualité qui va attirer des candidats potentiels qui ne sont pas là pour trouver un emploi initialement, qui sont plutôt là pour lire des conseils avisés d'un pair sur leur secteur. Et peut-être que votre collaborateur, en voyant que via votre profil, où finalement il est peu exposé, même si je vous invite à mettre évidemment son nom, son prénom, sa fonction, voire sa photo, peut-être qu'il va voir que finalement ça se passerait bien, que sur LinkedIn on est sur un réseau quand même qui est assez épargné de tous les commentaires négatifs, etc. Et peut-être que ça va lui donner envie de se lancer à son tour. Donc voilà, 2 solutions selon le degré et le stade de maturité où se trouve l'entreprise. Ok, merci Charlène pour ta réponse. Encore merci Fanny pour ta question. Et si tu nous entends, tu passeras le bonjour à ton boss, Nicolas Passetti, que j'avais interviewé aussi sur ce podcast. C'est quel numéro d'épisode ? Tu connais mes numéros d'épisode par cœur ? Non, je dirais 17 ou 18, non, à vérifier. C'est 29. Ok. Comme quoi. Tu connais pas tout par cœur. Non, je connais pas tout par cœur. Non, je plaisante. Tu parlais de réseau LinkedIn. Du coup, pour les collaborateurs, parce que tu l'as dit il y a plutôt en début d'ailleurs de podcast, que vous accompagnez aussi des collaborateurs qui sont pas forcément à 100% sur LinkedIn, si on est sur des lignes de prod, etc. Et du coup, est-ce que tu accompagnes aussi des collaborateurs sur d'autres réseaux sociaux ? Ou est-ce que vous êtes vraiment focus LinkedIn ? Et est-ce que du Facebook, de l'Insta, du TikTok, c'est des sujets sur lesquels vous allez aujourd'hui, vos clients vous demandent, etc. Alors, deux réponses selon nos 2 produits. Sur la plume des recruteurs, donc sur la création de contenu, sur la formation, en fait, dans le premier atelier, on va identifier les personas et les canaux associés. Donc, dans 90% des cas, étant donné que 90% de la population active française a un compte LinkedIn, LinkedIn est le canal principal. Okay. Néanmoins, on accompagne des entreprises où, effectivement, une stratégie de contenu sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres réseaux comme des groupes privés Facebook, des forums, etc. vont se révéler intéressants. Dans ce cas-là, on va les accompagner. Toujours pas dans la production de contenu, comme je le disais tout à l'heure. On va plutôt leur donner des tips. Qu'est-ce qu'un bon contenu ? Et notamment, Laetitia, dans mes équipes, est une pro du recrutement sur TikTok et sur Facebook. Donc, D'accord. Effectivement, c'est plutôt Laetitia même d'ailleurs qui va prendre le relais sur cette dimension-là. Sur la partie collaborateur-ambassadeur, donc recruter grâce à la voix de nos collaborateurs, c'est un petit peu plus touchy. Parce qu'un compte TikTok d'un collaborateur ou un compte Insta d'un collaborateur, c'est encore plus privé que LinkedIn. Donc,
Donc à ce jour, on les pourrait faire 2 comptes. Ils peuvent avoir un compte TikTok avec un pseudo plus perso, puis se créer un compte TikTok Jean-Luc, technicien de maintenance de telle entreprise. Ouais. À ce jour, on les accompagne pas là-dessus. Ouais. Par contre, déjà, on fait un recueil au sein de des collaborateurs ambassadeurs, enfin des communautés de collaborateurs ambassadeurs que l'on anime, un petit peu des hobbies de chacun et des talents de chacun. Si certains sont très à l'aise, et j'ai une communauté d'ambassadeurs que j'anime, où on a une collaboratrice qui a un compte TikTok justement dédié au secteur bancaire, avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Donc on l'accompagne effectivement là-dessus, et c'est vraiment un compte pro, comme tu le disais très bien, même si c'est une égérie perso derrière. Donc ça, c'est une possibilité. On a une autre possibilité qui est de se dire, eh bien, temporairement, les collaborateurs vont prendre le pouvoir sur le compte corporate de l'entreprise que l'on accompagne. Et donc là, effectivement, c'est eux qui vont faire tous les contenus, les stories, se montrer, etc. Ou on a aussi comme d'ailleurs notre page Instagram Talent Catcher, où on fait un peu une page parallèle qui est un peu inside ou coulisses, où on va effectivement, là aussi, donner la main aux collaborateurs en plus de la page corporate. Donc 3 possibilités, effectivement, selon toujours les personas que l'entreprise souhaite toucher et du coup les canaux, sachant qu'on n'oublie pas le canal physique. Parce que dans le cas que tu évoquais, effectivement, des agents de prod ou j'ai un client dans le secteur agricole, eh bien, on va surtout avoir des ambassadeurs actifs dans les événements physiques, effectivement, dans les écoles, dans les associations. Et ça, j'aimerais bien que tu y reviennes, parce que ça, c'est un sujet qui est pour moi majeur. Ouais, c'est un sujet majeur, c'est qu'on pense très vite, effectivement, social media, réseaux sociaux, et on est d'accord que c'est effectivement un canal qu'il ne faut pas négliger et qui est hyper important. Mais il y a plein d'autres possibilités d'être ambassadeur. Donc, est-ce que tu as commencé à citer des exemples? Est-ce que tu as des exemples concrets de clients que tu accompagnes et vous accompagnez dans l'équipe sur ces thématiques-là? Ouais. Déjà, pour 100% de nos clients à ce jour, la dimension intervention physique école, Campus Manager, elle fait partie des missions des ambassadeurs. Okay. Selon nos clients, si je cite effectivement Caisse d'épargne Île-de-France, Exotech, des clients comme ça, les collaborateurs vont pouvoir choisir effectivement s'ils sont plutôt ambassadeurs physiques ou digitaux. D'accord. Ou les deux. Exactement, ou les deux, tout à fait. J'ai des clients chez qui les missions sont plus confondues, on va dire, et donc tu peux aussi avoir des missions, d'ailleurs comme dans la première communauté que j'ai lancée au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on avait aussi deux missions d'ailleurs, une de réponse aux questions des candidats via My Job Glasses. Oui. Donc c'est plus effectivement être un intervenant au sein du process de candidature. Okay. Et on a également une mission qui va être de représentation et de plus en amont finalement de la candidature, de faire connaître les métiers de la banque dans des associations comme Nos quartiers ont du talent, Sport dans la ville, donc voilà, plus sur des publics jeunes ou en réinsertion, où on va aller juste leur parler de notre parcours, des métiers de la banque, etc. Donc ça, c'est des exemples, tu vois, où on est davantage sur d'autres missions, notamment physiques pour les 2 dernières que j'ai citées. Et par contre, la casquette ambassadeur campus, et généralement, nos clients, quand ils nous contactent, ils n'y ont pas forcément pensé. Mais par contre, dès qu'on leur propose, effectivement, ils sautent sur l'occasion. Ils se disent, oui, en fait, nos ambassadeurs, déjà, si ils sont convaincants en ligne, ils sont aussi convaincants, voire plus convaincants en live. Nos candidats, si en ligne, ils souhaitent effectivement avoir le retour de collaborateurs, c'est la même chose en live. Et en plus, d'un point de vue très factuel, ça permet au RH d'être présent sur plus d'événements, parce que du coup, ils ont plus de ressources. Exactement, plus de ressources. Est-ce que vous accompagnez aussi, et pour l'avoir vu, moi, j'ai pas mal de clients plutôt dans le monde industriel ou dans le monde de la logistique, des ambassadeurs type opérateurs, techniciens, à participer au process de recrutement. Alors quand je dis participer au process de recrutement, c'est pas décider évidemment comme un RH, parce que c'est pas ça qu'on attend d'eux non plus, mais je sais pas, de faire visiter l'usine, faire visiter l'atelier, faire visiter l'entrepôt, et d'avoir un rôle effectivement durant le process, qui est souvent plutôt historiquement dédié à la RH ou au manager. Voilà. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous allez aussi? Est-ce que tu vois ça? Ouais, complètement. En fait,
l'idée de se dire, avec l'entreprise, il va falloir, en rétribution, en contrepartie du rôle d'ambassadeur, aussi les rendre fiers, les valoriser. Et donc là, effectivement, leur donner un rôle pendant le processus de candidature, c'est quelque chose que l'on propose. Donc là aussi, tu vois, sur les éléments de valorisation, ça va vraiment dépendre des entreprises. Ça peut être ça peut être de se dire, comme aujourd'hui on a lancé avec un de mes clients une grosse campagne d'affichage dans tout Paris, dans le métro, etc. Et ce ne sont pas des acteurs, ce sont les visages des ambassadeurs. Donc ça va vraiment être varié. L'idée en tout cas qui va être commune à tous les clients et toutes les communautés d'ambassadeurs qu'on accompagne, c'est de se dire comment on peut faire en sorte que nos ambassadeurs aient un rôle de choix au sein du recrutement, que ce soit en amont, dans l'attractivité, lors de la sélection, même aussi dans l'onboarding en tant que parrain, par exemple. Donc effectivement, les ambassadeurs vont toujours ensuite avoir un rôle de choix et être aussi, on va dire, l'élément commun pour les candidats qui les ont vus en amont, ça leur a donné envie de candidater, et ensuite, une fois qu'ils sont dans le process ou une fois qu'ils sont intégrés, ils vont pouvoir continuer de contacter ou de se référer à cet ambassadeur. Est-ce qu'on doit gamifier tout ça ? Avec, je sais pas, des lots à gagner, des classements. Quelle est ta position par rapport à tout ça ? Alors, ma position, elle est, on va dire, très tranchée sur la partie valorisation financière. Donc, je suis contre les rétributions financières du rôle d'ambassadeur. Néanmoins, ça va vraiment dépendre de la culture d'entreprise. Donc, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la culture, quelle que soit l'entreprise, il faut faire en sorte, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le soufflet ne retombe pas. Donc, il faut animer tout ça. Par contre, est-ce qu'on va plutôt être sur un challenge, un podium toutes les semaines ? Est-ce qu'on va plutôt être sur de la valorisation en interne ? Ça va un peu dépendre de l'entreprise. Le récurrent, en tout cas moi, effectivement, toutes les semaines dans les communautés qu'on anime, on va dire voilà, tel post a très bien marché, un tel a gagné le plus de followers, etc. Les entreprises à la dimension commerciale la plus punchy, eh bien effectivement, on va rajouter des petits challenges, qui fera cette semaine, je sais pas, 500 likes, qui aura le plus de candidatures, etc. Ou alors, comme je te le disais, dans d'autres entreprises, ça va plutôt être la fierté d'avoir dans sa signature de mail ou dans l'annuaire une petite ligne ambassadeur de notre entreprise, de recevoir un courrier de la direction félicitant des actions réalisées pour mettre en avant la marque employeur. Donc, sur la méthode d'animation, vraiment, moi, je me creuse la tête chaque fois qu'on a un nouveau client pour essayer de comprendre ce qui fonctionnera le mieux et tout simplement aussi de faire des tests pour voir ce qui fonctionne le mieux au sein de cette communauté. Ok. J'ai besoin d'aide parce que je suis RH dans mon entreprise. Je me mets en posture. Moi, j'ai envie d'y aller, je suis motivé, etc. Mais j'ai mon service com ou mon DG qui sont plutôt détracteurs en disant attends, mais c'est bon, nous la com c'est notre boulot déjà. Et puis ça peut faire peur parce que ils vont dire n'importe quoi, il va falloir tout contrôler, etc. Comment est-ce que tu gères ces messages qui peuvent être un peu négatifs pour convaincre effectivement et m'aider moi en tant qu'RH à convaincre mes collègues de la com ou mon boss d'y aller? Alors, deux choses, ça va dépendre de l'interlocuteur, du type d'interlocuteur qu'on a en face. S'ils sont plutôt sensibles aux KPI, moi je vous dirais de leur citer les chiffres que je vais vous donner. Effectivement, on sait grâce à une étude Welcome to the Jungle qu'un post est 24 fois plus partagé lorsque c'est un salarié qui le publie plutôt que lorsque c'est la page corporate, par exemple. Donc déjà, en termes de viralité et en termes algorithmiques, effectivement, le fait que ce soit un profil personnel qui le partage va le post va être plus visible d'un point de vue, comme je disais, déjà logiciel. D'ailleurs, quand on ouvre son fil d'actualité LinkedIn, on le voit bien. On a à peu près 97% de posts issus de profils perso et 3% issus de pages corpo. Et LinkedIn s'en cache pas. Exactement. C'est très clair pour eux. Tout à fait. D'ailleurs, il l'avait publié l'année dernière, effectivement, que c'était à peu près les chiffres que je viens de vous donner. 3% des posts issus de pages corporate si on ne sponsorise pas. Et en plus de cette dimension très technique, il y a aussi plutôt une dimension comportementale. On va plus facilement interagir avec un humain plutôt qu'avec une personne morale. Quand on sait une marque. Exactement. Quand on sait qui se cache derrière, forcément, on n'a plus envie d'interagir. Donc ça, c'est juste pour la partie vraiment chiffrée. Et puis, pour une dimension effectivement plus factuelle, tout simplement, faites des tests.
moi, c'est personnellement la technique que j'avais utilisée. Donc, j'avais la chance d'avoir un allié qui n'est autre que le DG qui prenait un petit peu la parole. Et j'ai fait des tests. J'ai essayé de prendre un même sujet, de faire des posts, moi, à titre perso. Et à l'époque, j'avais pas 40 000 abonnés sur LinkedIn. Hein. J'avais quelques candidats qui me suivaient. Et de poster sur la page corpo. Et puis, allons-y, faisons des tests et voyons ce qui fonctionne. Ouais, qu'est-ce qui rapporte des candidatures? Qu'est-ce qui rapporte de l'interaction? Qu'est-ce qui rapporte des abonnés? Et surtout aussi, on le voit en ricochet. Donc, essayer de publier à des moments différents entre page corpo et page perso pour pouvoir mesurer et voir aussi que ça va rapporter quand même du trafic sur la page corpo. Parce que dans le cheminement du visiteur, finalement, ce qui va l'attirer, on l'a dit, c'est plutôt mon post perso, parce que c'est ça qu'il verra dans son fil d'actualité. Il va interagir avec moi, mais peut-être qu'à un moment donné, il va se dire, mais en fait, qui est ce RH? Il va aller sur mon profil, et là, il va aller sur la page entreprise. Pour qu'il bosse, quoi. Ouais. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne rapporte pas de trafic à la page corpo, pas du tout, mais comme on l'a dit, l'acquisition via une page corpo, c'est hyper complexe. Alors que via un profil perso, eh bien, LinkedIn le favorise, notre comportement humain le favorise. Donc, effectivement, juste faites l'essai. Ok, très clair. Et du coup, les DG, d'ailleurs, vous les accompagnez aussi ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais. Notre cible initiale, c'était plutôt une population de RH, mais on a beaucoup de clients. Alors, soit justement, qui étaient dans la situation que tu nous présentais, Florent, qui se sont dit, nous, on est chaud, mais côté direction, ils sont pas encore prêts. Donc, dans ce cas-là, je vais les former. Ok. Et je vais leur montrer que ça marche. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Ou alors, on a le cas inverse, des équipes RH qui se sont fait accompagner, ça marche super bien. Ils se disent, mais quand même, on a des leaders d'opinion dans l'entreprise qui ont des grosses communautés, en tout cas qui ont effectivement un potentiel et donc c'est trop dommage de ne pas les accompagner. Donc effectivement, en termes de volumétrie, la population qu'on accompagne le plus encore aujourd'hui, effectivement, ce sont les RH, interviennent juste derrière les ambassadeurs et ensuite les dirigeants et les hiring managers aussi. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, des structures de com qui peuvent être externes avec des agences ou internes, des services com, qui envoient des postes tout prêts à tous les collaborateurs, etc., avec le risque de l'effet un peu perroquet. Est-ce que toi, tu dis, ok, pourquoi pas, mais il faut repersonnaliser le poste, ou ok, on peut y aller parce que de toute façon, vu le flux qu'il y a dans LinkedIn, ça va pas se voir. C'est quoi ta posture par rapport à tout ça? Alors, ma posture, là aussi, comme pour les recruteurs, c'est d'accompagner les ambassadeurs pour qu'ils soient suffisamment autonomes pour créer des contenus authentiques. Je pense que ce qui fait que l'employé advocacy fonctionne aussi bien, effectivement, c'est l'authenticité derrière la création du contenu. Ouais. C'est effectivement, comme on l'a dit, le fait que ce soit un humain, mais pas que. C'est le fait que ce soit le même sujet qui soit abordé différemment par Emmanuel ou par Jean-Luc. Effectivement, c'est ça qui va donner envie au candidat de se dire, ok, je m'identifie à telle personne, c'est elle que je vais suivre et c'est elle qui va peut-être me donner envie de candidater. Après, donc moi, il n'y a aucune communauté de collaborateurs, d'ambassadeurs que j'accompagne qui dispose d'une bibliothèque de contenu. D'accord. Si tel est votre cas, il y a aussi des grands groupes qui ont déjà des bibliothèques de contenu. Donc moi, je dirais que la règle, c'est de se dire maximum 20% des postes sont issus de la bibliothèque. Il faut qu'il y ait au moins 80%. D'accord. Voilà, on va se dire... Un peu d'originalité. Exactement. De personnalisation, en tout cas. Personnalisation, obligatoire. Je trouve ça dommage, même d'un point de vue visuel, de brider à ce point ses collaborateurs, parce qu'on le sait aujourd'hui, entre une photo et un visuel, c'est la photo qui va le plus fonctionner. Et ça, la photo, vos collaborateurs sont en mesure de le faire sur chaque sujet. Donc effectivement, je suis plutôt réfractaire. En tout cas, moi, j'ai un accompagnement des ambassadeurs suffisamment poussé pour qu'ils n'en aient pas besoin. Si c'est pas le cas dans votre entreprise ou s'il y a déjà une bibliothèque de contenu, essayez de faire en sorte que ce soit le minimum de vos publications. Ok. Bon, je vais utiliser un gros mot, l'IA. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu encourages l'utilisation de ChatGPT ou autre d'ailleurs, ou autre outil d'IA générative? Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça et quelle est ta position aujourd'hui? J'ai un avis beaucoup moins tranché que sur la question précédente. Alors, à titre personnel, l'IA, je m'en sers tous les jours. Et je suis plutôt favorable, qu'on soit, on va dire, réfractaire ou non au sujet. Moi, ma position, c'est plutôt de se dire, c'est là. Et mieux vaut le saisir et le maîtriser pour ne pas se faire dépasser. Donc moi, je l'utilise tous les jours. Par contre, je l'utilise jamais dans la création de mes contenus. Parce que c'est mon métier, parce que c'est même une zone d'excellence pour moi et c'est quelque chose que j'apprécie. Néanmoins, pour nos élèves, effectivement,
je les encourage à utiliser l'IA. Alors, pas forcément dans de la rédaction 100%, sur mesure des posts. Plutôt, comme je le disais tout à l'heure, pour travailler une accroche, pour relire, pour corriger le post, pour trouver une idée de call to action, donc de petites questions à poser à la fin d'un post, par exemple. Donc, ça va aussi dépendre des stades de maturité de l'IA dans l'entreprise. On a des entreprises clientes que l'on accompagne où l'utilisation de ChatGPT est encore interdite dans l'entreprise. Seigneur. Et oui, ça existe. Dans ce cas-là, évidemment, je les sensibilise sur le sujet. Je ne vais pas les faire pratiquer. De toute façon, c'est en dehors des codes de l'entreprise. Ouais. On a des entreprises, je le disais tout à l'heure, des licornes, des startups qui, au contraire, l'utilisent tous les jours. Pour eux, évidemment, on crée des ateliers sur mesure de comment j'utilise l'IA pour m'aider dans ma création de post. D'accord, ok. Donc voilà, moi à titre perso, j'utilise dans plein d'actions de mon quotidien, pas dans ma création de post, c'est très rare encore une fois parce que pour moi, je pense comme pour toi Florent, je rédige tellement qu'un post LinkedIn ça prend 2 minutes à rédiger, j'ai pas besoin de passer par l'IA. Pour un collaborateur qui débute sur de la création de post, qui va y mettre peut-être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, effectivement l'IA peut l'aider et aussi l'aider à trouver des idées, donc je suis pas du tout réfractaire à l'utilisation de l'IA. Ok, très très clair. Bon, le temps tourne. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, Charlène, que tu aurais aimé aborder? Une question que je t'ai pas posée, et tu dis, ce sujet-là, ça me... D'abord, Florent, il n'a pas fait son boulot, il ne m'a pas posé, ou moi j'ai envie d'en parler simplement. Non, à contrario, je pense que tu as très bien fait ton travail et que tu m'as posé les bonnes questions. Donc j'attends avec impatience les petites questions récurrentes. Alors, tu as la petite question récurrente? J'ai une petite question. Comment tu vois l'évolution de tout ça? Comment tu vois l'évolution de... Alors, l'évolution de Talent Catcher, c'est un sujet évidemment, mais pas en position entrepreneuriale, parce que c'est pas un podcast d'entrepreneur, plus sur les tendances futures que tu vois. Tu vois, je dirais la puissance et la place que prend LinkedIn aujourd'hui, elle est quand même très très forte. Oui. Ils sont quasiment, et c'est pas un reproche, ils sont quasiment monopolistiques, on va dire, sur ce qu'ils font, et ils le font plutôt bien. Mais toi, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que tu vois des tendances arriver sur la thématique de l'employé advocacy des salariés ambassadeurs? Alors, déjà, je vois vraiment le sujet se répandre, c'est certain. Quand j'ai créé Talent Catcher, je pensais que ça allait être une petite verticale que je gardais pour me faire plaisir. En fait, aujourd'hui, c'est pas 50% de notre activité, mais ça devient de plus en plus prégnant dans notre entreprise. Je vois effectivement, en fait, beaucoup plus d'individualisation dans la RH. On a aujourd'hui, grâce à l'IA, on en parlait, ou grâce tout simplement aussi à des outils de collecte des données, la possibilité enfin de traiter un petit peu plus individuellement les collaborateurs. Donc moi, je vois dans tout ça et aussi dans la prise de parole des collaborateurs, tu vois plein de données qu'il va falloir utiliser par les entreprises. C'est aussi des signaux qui peuvent être envoyés par les collaborateurs. Moi, je le vois dans les communautés d'ambassadeurs qu'on accompagne. Le taux d'évolution interne est juste incroyable. Donc, effectivement, c'est vrai que quand tu es ambassadeur, tu le fais pas pour ça, mais néanmoins, tu es visible de ton employeur, tu es visible de tes dirigeants qui, en plus, se disent « Ok, cette personne est très engagée pour notre entreprise. » Donc, on a un booster de carrière en interne aussi. Donc, je pense que tout ça... Aujourd'hui, on le sait, toi et moi, on s'en cache pas, on a investi dans la même entreprise qui exploite toutes ces données justement pour essayer d'apporter une gestion de carrière sur mesure. Et je pense même que demain, l'idée va aussi être de se dire peut-être que je vais aller récupérer des datas, alors toujours avec l'accord de nos collaborateurs, mais des signaux, des engagements qui vont être très différents. Et pour moi, l'employé advocacy, elle doit faire partie intégrante de la gestion de carrière du collaborateur, effectivement, parce que c'est, encore une fois, un signal d'une montée en compétences, d'une ouverture et surtout d'un fort attachement à l'entreprise. Je pense que je suis très en phase avec toi. Alors, mes petites questions récurrentes. Oui. Tu es déjà intervenu sur quelques podcasts, Charlène. Tu as un contenu qui est riche. Et je mettrai un lien vers ta newsletter parce qu'elle est vraiment, vraiment intéressante et il y a vraiment du fond dans la newsletter. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, le jeudi, je lis 2 choses. La newsletter de Charlène et Challenge. Voilà, j'ai 2 lectures le jeudi. Je suis flattée en tant que lectrice de Challenge depuis des années. Merci, Florent. Et voilà. Non, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Pro, bien sûr. Quelque chose que tu n'as encore jamais dit à personne. Qui t'est arrivé, je sais pas, qu'un client, un prospect, un collab, un candidat dans ta vie de recruteuse. C'est pas forcément chez Talent Catcher, d'ailleurs, ça peut être avant. Allez, c'est parti pour l'anecdote la plus gênante.
Alors, je pense que je suis pas la seule, mais pour autant, quand ça m'arrivait, mais j'étais tellement gênée. C'était donc au début de ma carrière de recruteuse. J'étais stagiaire. C'était même mon 2e stage en recrutement. Donc, je devais avoir 19 ans, je crois. Hyper introvertie. Je suis toujours introvertie, mais à l'époque, c'était même limite de la timidité. Je suis en open space, je suis au téléphone avec un candidat et à la fin de l'appel, je lui dis bisous. Ah. Et là, tous mes collègues d'open space qui se mettent effectivement à exploser de rire. Alors moi, je pense que j'étais stressée et puis tellement, tu vois, habituée à dérouler un script, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Donc voilà, c'est la petite anecdote qui est très gênante, mais au final, ça me fait sourire des années après. Mais sur le moment, c'était effectivement très très gênant, ça m'a marqué. Ouais, je veux bien croire, ouais. Ça, c'est clair que ça devait être... Le candidat a dû se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Effectivement, il n'y a pas eu de rebond ni de sa part, ni de la mienne. Enfin, j'étais tellement gênée, j'ai raccroché. Voilà. Et c'est un candidat, en plus, que j'ai revu en entretien après, etc. Et il a eu vraiment l'aimabilité de jamais m'en reparler. Ça m'aurait encore plus gênée en face à face. Il a été smart, en plus. Ouais. Donc, cool, merci. Est-ce que tu aurais des personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast ? Soit qui sont comme toi en posture d'offrir des services à la fonction RH ou qui sont simplement RH en entreprise et que tu trouves effectivement intéressant ou intéressante à rencontrer. Et si tu as des profils féminins, je suis demandeur. J'ai un vrai problème là-dessus. J'ai un vrai sujet. Je me suis toujours dit, tu vois, au début en lançant ce podcast, que je ferais un 50-50 entre les hommes et les femmes invités. Pour l'instant, je suis pas à l'équilibre, en défaveur des femmes, parce que je mets beaucoup plus de temps à les convaincre de parler à un micro. C'est vachement plus difficile. Donc, petit message d'ailleurs, si des femmes veulent être interviewées sur ce podcast, qui ont des choses à raconter sur des sujets que j'ai pas déjà abordés, évidemment, avec grand plaisir. Voilà, parenthèse. Eh bien, écoute, je pense à quelqu'un qui, vraiment, moi, je prends un plaisir à l'écouter. Donc, si tu as du mal à la convaincre, j'essaierai de la convaincre aussi. C'est Tiziana Fava, qui est directrice Talent Acquisition du groupe Big Mama. Donc, si en plus tu arrives à faire l'enregistrement dans un restaurant Big Mama avant ou après le service. Pas pendant, parce que ça va être trop bruyant. Pas pendant, mais effectivement, à profiter en plus de leur plat, c'est hyper sympa. Et Tiziana, elle vient pas du monde RH à la base, et c'est peut-être aussi une part de sa singularité. Et ils mettent en place des choses juste incroyables en termes d'attractivité, en termes de fidélisation, d'onboarding. Big Mama, c'est vraiment master class ou master chef pour faire le clin d'œil de la politique RH 2024. Et Tiziana, c'est une personne incroyable. J'adorerais l'entendre à ton micro. Je la connais pas, tu vois. Et bon, génial. Je la connais virtuellement, mais je la connais pas du tout. J'ai jamais rencontré en fait. Mais effectivement, ce serait chouette, ouais. Ok, merci pour cette suggestion. Je t'en prie. Est-ce que tu écoutes des podcasts ou est-ce que tu as des activités, lectures, vidéos autour du monde de la RH ou des choses que tu as envie de nous partager ? Moi, mon contenu préféré, après les posts LinkedIn, c'est les podcasts. Donc, j'écoute évidemment. On n'a jamais fait comme ça. Non, mais chaque semaine. Non, c'est pas une bonne réponse. Mais est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu écoutes ? Mais oui. Le podcast que j'écoute depuis le plus longtemps et dont je suis ultra fidèle, il n'y a pas une semaine où je n'écoute pas un podcast, c'est Génération Do It Yourself. Okay. Donc, vous allez me dire, tu vas me dire, ou les auditeurs vont se dire, c'est un podcast entrepreneuriat. Et c'est pour ça, à la base, que je l'écoutais. Néanmoins, il n'y a pas un sujet, une semaine, où je n'en tire pas des apprentissages RH. Parce qu'effectivement, soit les entrepreneurs, les athlètes ont toujours une dimension RH à aborder. Donc, j'adore, effectivement, Génération Do It Yourself, que j'écoute, comme je te disais, ultra régulièrement. Et il y a un autre podcast qui est là aussi entrepreneurial, mais je trouve avec de gros apprentissages RH, mais surtout marketing. C'est Guerre de Business by Wandery. Qui est top. Effectivement, qui oppose à chaque fois deux leaders du marché. C'est un format un peu compté, en plus hyper sympa. Et je trouve que d'un point de vue marketing et donc marketing RH, c'est vraiment un puits d'idées. Ouais, ces podcasts que tu cites sont vraiment intéressants. La Génération Do It Yourself a l'inconvénient ou l'avantage, ça dépend de chacun, d'être très long. Toi, c'est des épisodes de 2 à 3 heures, donc faut avoir un petit peu de temps. Maintenant, il y a des vrais sujets hyper intéressants. Et un épisode que je pourrais te conseiller de Génération Do It Yourself, mais tu l'as peut-être écouté, c'est l'épisode numéro, je vais être précis, 381. Donc déjà, j'hallucine le nombre d'épisodes. 381 avec Marjolaine Grondin qui a fait un sujet sur travailler mieux et devenir libre grâce à l'IA. Tout à fait. Et je l'ai écouté en entier pas plus tard que ce week-end. Et c'est juste
hyper intéressant, hyper passionnant. Après, 2 heures, 3 heures, ça peut se faire en découpage. Oui. Voilà, j'ai rarement 3 heures devant moi pour écouter un podcast, honnêtement, donc je découpe. Mais oui, Génération Do It Yourself, qui est un podcast assez connu, qui a une audience de dingue. Même sur des profils qui sont pas entrepreneurs, qui sont pas RH, pardon. Il y a des leçons à écouter et je pense que ça vaut le coup de s'ouvrir. Non mais ok, très très clair. Et merci, je mettrai de toute façon tous les liens, etc. On peut aussi écouter en accéléré. Hein. Moi, personnellement, j'ai une habitude à x1,8, voire x1,9, voire x2, selon les interlocuteurs. Après... on s'y fait. Je suis à x1,25, x1,50. Déjà, j'ai le sentiment que mon cerveau, il explose. Moi, j'y suis allée crescendo, mais comme je te dis, j'écoute depuis bien 4 ans. C'est vrai que c'est des formats longs, mais moi, je n'aime pas les formats courts. À chaque fois, je suis hyper frustrée. Tu vois, sur un format de 5-10 minutes, je me dis, ah non, il n'a pas demandé ça, etc. Du coup, là-dessus, je suis pas frustrée. Je vais toujours à la fin. Et ça permet aussi, effectivement, de s'ouvrir à des invités qu'on n'aurait peut-être pas découvert via un autre biais. Donc, exact. Si j'ai besoin de te contacter, qu'est-ce qui est plus facile à ton avis? Roulement de tambour, LinkedIn. Tu réponds vraiment? Ah oui, je réponds vraiment. Parfois, il faut me laisser un petit temps de latence de 3-4 jours, effectivement, dans les MP, mais non, je réponds toujours. D'accord. C'est pas Camille qui répond, c'est Charlène. Ah, Camille m'aide sur un pré-filtre, en fait. Okay. Globalement, quand même, je réponds personnellement, ou alors Camille tout simplement m'aide dans le filtrage. On a des demandes récurrentes, par exemple, est-ce que vous pouvez m'aider sur mon mémoire de fin d'études? Et puis Camille va donner le lien de mon agenda, par exemple, ou je veux prendre rendez-vous avec vous, comment je fais? Effectivement, donc mais ensuite bien 70%, 80%. Personne te demande des conseils gratuits pour être sur LinkedIn? T'as pas ça? T'as pas des gens qui te disent tiens, j'aimerais bien des petits conseils gratuits pour m'aider? Alors généralement, déjà, j'en diffuse quand même beaucoup sur mon profil. Donc, quand on me pose une question, aussi. Oui, quand on me pose une question précise, par exemple, comment j'augmente mon SSI, mon Social Selling Index, sur quoi je pourrais poster en tant que recruteur, généralement, on a des posts, on a même plusieurs posts là-dessus, voire des newsletters. Donc, on redirige vers nos contenus. Moi, j'ai pas de mal à délivrer des conseils gratuitement, à faire des conférences gratuites, à faire du contenu tous les jours gratuitement, parce que je sais que la clé, ça va être dans l'application. Et donc, si un recruteur est assez motivé pour aller chercher tous ses contenus et le mettre en application, mais tant mieux. Oui. Moi, je suis juste là pour un peu ouvrir l'esprit sur ces sujets, donner des tips, leur permettre d'aller plus vite. Et puis, généralement, effectivement, s'ils veulent aller plus loin, eh bien, ils savent qu'on est là. Ok, très clair. Merci beaucoup, Charlène. Merci à toi, Florent. Merci, excellente fin de journée et à bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.